Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche. Très heureux de vous retrouver après quelques jours d'absence. Voilà le débat du dimanche qui revient avec ce thème, cette question: le Mali est-il en panne sèche? C'est la question donc qui taraude les esprits. Depuis quelques jours, le pays n'est plus approvisionné comme il l'était. En témoignent de nombreuses files d'attente que l'on peut observer au niveau de certaines stations. L'essence se fait rare, même si on ne peut pas en dire autant pour le fioul, le gasoil ou le kérosène. Le JNIM, qui avait menacé de saboter l'approvisionnement, a-t-il réussi son coup? La réponse apportée par l'État est-elle efficace? Comment devraient se comporter les populations dans ce cas de figure? C'est la principale articulation de ce débat du dimanche avec nos invités. Amadou O Diallo, journaliste, analyste. Diallo, bonsoir. Bonsoir. Ousmane Bamba, modérateur de Kénédougou Forum. Et puis nous aurons en ligne Youssouf Sissoko, directeur de publication de l'Alternance, qui n'a pas pu effectuer le déplacement justement à cause d'un problème de carburant. Voilà, on va essayer d'avoir Youssouf au téléphone. Mais déjà, avant d'aller loin, écoutons ici la réponse de la Direction générale du commerce et de la concurrence lors d'un point de presse justement au niveau de la primature, au micro de notre reporter Adama Tembeli. Au cours de la rencontre de ce matin, le gouvernement a décidé de prendre un certain nombre de dispositions. Il y en a grosso modo deux. La première disposition, c'est d'organiser des escortes de camions citernes au niveau des corridors pour les ramener vers les zones de consommation. La deuxième mesure, c'est de mettre en place des équipes qui seront composées des services techniques, notamment l'ONAP, la DGCC et d'autres structures-là, pour veiller au niveau des stations au respect officiel des prix décidés par le gouvernement. Deuxièmement, de constater physiquement la présence de stocks d'hydrocarbures au niveau des stations. Et troisièmement, d'organiser la distribution. Voilà, c'était il y a quelques jours à la primature, cette conférence de presse pour faire le point sur l'approvisionnement du pays en carburant. Et puis même, il y a certains qui ne sont pas d'accord avec cette expression carburant, puisqu'ils pensent que le Mali a beaucoup plus un problème d'essence que les autres, tels que le gazoil, le fioul, sont disponibles. Déjà, Bamba, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette crise-là? Est-ce qu'on peut dire que le JNIM, qui était sorti à un moment pour menacer de saboter l'approvisionnement, est-ce que le JNIM a réussi son pari? Merci bien et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et c'est une question importante dans le contexte actuel de notre pays. Moi, je pense que le JNIM a peut-être gagné une part de la guerre informationnelle parce que à travers l'information simplement, on peut mettre un pays debout sans que réellement ce ne soit une véritable panne sèche au Mali. Parce que ce que je n'ai pas compris, la panne a duré 1 ou 2 jours. Et c'est comme à la guerre, les fusils ne tirent pas au même moment. Donc tout d'un coup, tout à coup, brusquement, soudain, toutes les stations sont en panne sèche. Et ça, c'est un grand souci. Je n'ai pas compris cela. Alors, si c'était vrai réellement, si ce n'est pas le fait de la désinformation amplifiée par les réseaux sociaux qui a amené les gens à avoir des mesures conservatoires pour se protéger, qui a amené ces affluences-là, si ce n'est pas le cas, si c'est vraiment une panne sèche, je pense qu'il faut questionner l'État. Avant de venir au débat, j'ai discuté avec un expert pétrolier, un camarade de classe qui est dans le pétrole, qui est comment on appelle... Dans ces questions-là. Voilà, dans ces questions depuis un certain nombre d'années. Donc, il m'a parlé d'une loi en 2010 qui devait permettre au Mali d'organiser une capacité nationale de stockage de plus de 40 millions de litres. Mais à ce jour, ce programme n'a pas été exécuté. Donc, nous vendons à flux tendu. Ça veut dire, ça vient tel que c'est vendu.
Donc, il n'y a pas de capacité de stockage en tant que tel, en tout cas du point de vue civil. Sinon, l'armée, je crois, a ses capacités de stockage dont nul ne sait les capacités réellement. Mais quand je prends, par exemple, Star Oil, ExxonMobil, c'est eux qui ont le plus grand dépôt de l'ordre de 17 millions de litres. Et après eux, vous avez Sankezou avec total de l'ordre de 8 millions de litres. Et vous avez même la structure de l'État, l'ONAP, qui est à 7 millions de litres. Alors, le dépôt de Caille a fermé, Matondi, le dépôt de Tombouctou a fermé, Matondi. Donc, quand tu cumules tout ça, le pays n'est pas plus de 40 millions de litres de capacité de stockage. Et le stock n'est même pas constitué. Tout comme on a, par exemple, des stocks dans le domaine céréalier, il n'y a pas de stock des hydrocarbures. Et c'est que moi, je comprends mal. Parce que le Mali de l'indépendance à nos jours n'est pas capable, un pays continental, de constituer un stock national de réserve sur ce qu'ils appellent les produits noirs. Les produits noirs, c'est tout ce qui est gasoil, essence, autres là. Et les autres produits qu'ils appellent les produits blancs, c'est tout ce qui est les produits de l'aviation. Les produits blancs, c'est 3 mois, la durée de stockage. Au-delà, ça cause problème. Mais pour les produits noirs, c'est ad aeternam. Donc, je ne comprends pas pourquoi notre État n'a pas depuis lors constitué un stock. Donc, on en reviendra peut-être avec les solutions. On va en venir dans les détails. Nous avons Youssouf Sissoko qui n'a pas pu venir à l'émission justement pour faute de carburant. Youssouf Sissoko, bonsoir. On vient d'écouter Bamba. Pour lui, le problème, il est structurel. Hein, ça ne date pas de ce gouvernement-là. Mais est-ce qu'on peut dire que la menace du GNIM est venue remettre au goût du jour ce problème qui existait depuis les régimes successifs, selon vous, puisque même aujourd'hui, il y a encore des fils au niveau de certaines stations d'essence. Oui, bonsoir Sekou et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Africa Télévision. Je présente en tout cas toutes mes excuses de ne pas être présent physiquement. En fait, Sekou, j'ai comme l'impression que on n'a pas peut-être la même grille de lecture que Bamba. C'est vrai que il y a tout le temps eu en tout cas des situations en tout cas difficiles, soit dues aux grèves des travailleurs des stations, des syndicats, etc. Mais c'est la première fois en tout cas, de mémoire d'homme, c'est la première fois qu'il y a en tout cas une telle rupture totale en tout cas de carburant au Mali. Pas seulement à Bamako, mais même dans toutes les régions du Mali. Donc c'est bon, dire que ce n'est pas en tout cas une première, moi je ne pense pas, en tout cas je n'ai pas souvenance qu'il y a en tout cas une telle rupture totale en tout cas de carburant au niveau de Bamako et dans pratiquement toutes les régions du Mali. Donc moi je crois que c'est un phénomène peut-être qui était quand même prévisible à mon avis, parce que vous vous rappelez certainement, je faisais en tout cas partie des gens qui avaient proposé en son temps d'engager très rapidement des discussions, un dialogue en tout cas avec le GNIM, pour ne serait-ce que essayer peut-être de trouver un compromis sur les grandes questions quand même qui intéressent la vie même du peuple, parce que si le GNIM aussi dit défendre en tout cas les intérêts des populations, il n'y a pas de raison quand même qu'il n'accepte pas justement que ces populations-là puissent jouir, puissent vaquer à ces occupations. Donc moi je crois que, encore une fois de plus, je réitère ma demande aux autorités d'engager très rapidement des discussions, de rassembler d'abord les Maliens, tous les Maliens, d'engager en tout cas les discussions pour justement parvenir à un compromis. D'accord. En tout cas au peuple de pouvoir jouir, de pouvoir en tout cas avoir accès aux services sociaux de base. D'accord, on va revenir vers vous. Hein. Vous voulez qu'on négocie, que le gouvernement négocie avec les groupes terroristes. Déjà, Diallo, vous, votre première lecture par rapport à cette crise-là? Bon, entendez vous parler, c'est comme comment dirais-je, ceux qui sont en France, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, comme ils parlent. J'ai l'impression qu'il parle comme c'est son point de vue. Bon, mais ce que je veux dire simplement, quelque chose au malheur est bon. Aujourd'hui, c'est vrai que ça crée une tension et ça a peut-être perturbé un peu le calendrier de mouvement de la population. Mais je pense que ça a été un double tranchant aussi, le couteau à double tranchant. Parce que ceux qui ont initié ça ont facilité le travail au gouvernement. Qui certainement avait souci de trouver comment faire en sorte qu'on puisse contrôler le flux de circulation des hydrocarbures à l'intérieur du pays, notamment l'essence, pour pouvoir maîtriser
la mobilité des groupes armés terroristes sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, cette forme de tension a fait qu'aujourd'hui, leur mouvement a été suffisamment perturbé au point que certains abandonnent leurs motos. En tout cas, du point de vue, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entre eux qui sont obligés maintenant de se séparer de leurs motos pour se chercher. Donc, ça a été une bonne chose quelque part. Et ça donne aussi l'exemple des régions septentrionales du Mali, au moment où l'Algérie avait tenté de mettre le Mali sous chantage en essayant de fermer ses frontières aux hydrocarbures. Et c'est vrai, à un moment, ça a créé beaucoup de problèmes au niveau de cette région. Mais après, quand le gouvernement a repris les initiatives et essayé de contrôler le circuit, donc ça a permis de stabiliser un peu. Donc c'est pour dire que, à un moment, souvent dans des moments de crise, ces genres d'opérations sont nécessaires. En termes stratégiques, c'est nécessaire pour la maîtrise du terrain. Et aujourd'hui, l'armée est en train d'engranger beaucoup de victoires sur les troupes terroristes à cause de parce que les bases qu'ils ont installées à travers le long des corridors routiers sont en train d'être détruites. Et en même temps, à l'intérieur aussi, d'autres sont en train d'être détruits. Donc, et puis même en écoutant leurs communiqués, on sent qu'ils sont sur le côté versant de la pente. Ils sont en train de perdre. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude beaucoup de les écouter. Mais est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en train de perdre Diallo avec toutes ces files-là quotidiennement qu'on voit au niveau des stations, oui, souvent avec les impacts sur l'énergie, la distribution du courant? Oui, c'est vous. Ça dit que pourquoi il y a ces fils? Parce que les petits revendeurs qui appuyaient les stations ne sont plus dans le circuit. Donc tout le monde est convergé, tout le monde est dirigé vers des stations. Maintenant, on dirait que le gouvernement a pris soin de faire en sorte que toutes les stations ne soient pas servies au même moment. Par exemple, en venant tout de suite sur mon chemin, il n'y a que 2 stations qui sont ouvertes. Et ces 2 stations ont été ouvertes ce soir, pendant que dans le reste de la journée, d'autres étaient ouvertes. Comme on fait de façon rotative, de façon alternative, pour que le flux soit bien maîtrisé, pour empêcher les terroristes d'accéder à ces armes-là, et qui est très nécessaire pour leur mobilité. Donc, moi, je pense que c'est vrai, ça crée suffisamment d'ennuis aux Maliens. Mais à certaines choses, il faut savoir se sacrifier pour l'intérêt collectif. Et là, pour sortir du débat, pour sortir de ce... Vous savez, en 2012, le président Djongouna avait pris un décret pour mettre le Mali sous l'état d'urgence. Le décret n'a pas encore été abrogé. Et jusqu'à présent, le Mali est encore sous état d'urgence. Mais personne ne respectait à Bamako. On avait l'impression comme s'il n'y avait rien à Bamako. Pendant que le pays est en guerre, pendant que tous sont en train de mourir sur d'autres territoires, sur d'autres parties du territoire national, mais on avait l'impression qu'il n'y avait rien à Bamako, dans certaines capitales régionales. Donc, ça, c'est un rappel. Malheur, mais un rappel nécessaire pour que les Maliens comprennent ensemble que le pays traverse une époque, une période difficile, et qu'il faut une union sacrée autour de nos forces armées pour pouvoir mettre fin à cette situation difficile. Et les terroristes même qui sont là, quand ils se disent, mais les terroristes même qui sont en train de parler là, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. En les écoutant avec beaucoup de recul et avec une analyse de logique, il n'y a aucune cohérence dans ce qu'ils disent. D'accord. Il faut l'union sacrée, Ousmane Bamba. Que répondez-vous à ces Maliens? Parce que Youssouf peut-être l'a exprimé, il n'est pas le seul. Que pensez-vous de l'avis de ces Maliens qui pensent qu'il faut nouer le dialogue avec ces groupes-là qui perturbent l'approvisionnement correct du pays en hydrocarbures? D'abord, souvent moi j'ai du mal à suivre Youssouf. Bon, c'est un point de vue. Hein, non, c'est un point de vue. Non, c'est un point de vue et son point de vue est probablement partagé par une bonne partie de la population aussi. Très franchement, moi je n'ai pas connu d'abord la crise. Parce que je ne suis pas à l'essence, je suis au gasoil. Et dans ma stratégie depuis très longtemps de résilience, moi je fais le plein tous les week-ends. Donc, tout le monde n'a pas cette chance-là, monsieur. Non, je dis, oui, parce que... Oui, autant Youssouf dit que ça l'a empêché de venir. Moi, utilisateur gasoil, je n'ai pas encore senti la crise. Parce que j'ai pris mes dispositions au-delà. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Et ça ne veut pas dire aussi que
que probablement il n'y a pas de mauvaise volonté souvent de certains vendeurs qui font croire qu'ils n'ont pas le carburant alors qu'ils l'ont. Tout est possible parce que quelques citernes ont été brûlées. Ça peut être une méthode de riposte aussi. Alors, les négociations. Souvent, je me révolte d'entendre certains dire négocier. J'ai dit, on ne peut pas, dans la vie d'une nation, on ne peut pas passer tout le temps à la négociation. Il y a un temps pour négocier, il y a un temps pour faire la guerre. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps de la négociation. Ou du moins, la négociation doit se passer sur les bases définies par l'État. Nous sommes une république. On ne peut pas imaginer que la laïcité de l'État ne soit plus quelque chose, comme on appelle, un bien pour les Maliens. En vertu de quoi, vous, musulmans, vous demandez que tout le monde soit sous le cause de musulmans. Les chrétiens qui sont là, c'est des Maliens. Les athées qui sont là, c'est des Maliens. Les Kamiles qui sont là, c'est des Maliens. La République appartient à tous ses enfants. Donc nul ne peut demander l'application, mais de sa seule vision. Donc c'est sur quelle base on va négocier. Et puis l'État va négocier comment avec ces gens? Je vous ai dit que depuis les accords de Tamara 7, le Mali négocie, d'accord en accord, on en vient à d'autres accords, jusqu'à la fin aujourd'hui de l'accord d'Alger, issu du processus d'Alger. L'accord de Bamako, issu du processus d'Alger. Mais vous allez négocier sur quelle base? Donc moi je pense, on peut négocier, quelqu'un l'avait dit, on peut négocier avec des gens qui ont la plénitude de leurs décisions. Mais tout indique que ceux qui nous font la guerre et qui font la guerre à leur pays, ben, ils sont manipulés par d'autres desseins. Parce que ce n'est pas eux qui décident. On ne peut pas convenir de quelque chose avec eux sans que ceux qui les ont mis dans cette entreprise-là, mais ne cautionnent ce qu'ils disent. Donc tu vas négocier sur quelle base? D'accord. Et puis moi je ne peux pas comprendre qu'avec tant de morts là, que la République s'asseye pour négocier d'égal à égal, mais avec des bandits sur la même table, quoi. Okay. Ça a été une honte pour notre République que d'accepter que le gouvernement de la République du Mali négocie avec, à part égale, avec des groupes armés. Même s'il faut peut-être soulager la souffrance de ces populations-là qui sont privées de courant, d'électricité, vous n'avez aucune garantie de locomotion. Mais c'est que vous n'avez aucune garantie qu'une négociation aboutira à la paix dans ce pays. Si ça devait l'être, de 91 à nos jours, on aurait pu avoir la paix. Ça va être la même chose. Aucune négociation parce qu'ils vont monter les surenchères. Vous avez vu quand les négociations avaient commencé sous l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, mais ils avaient pour sorti un projet fédéral. Mais quel fédéralisme? Quel fédéralisme? Okay. Pour eux, il faut un État fédéral. Et un État fédéral à double vitesse, où comme on appelle, au sud vous aurez peut-être la République, au nord vous aurez l'État islamique. D'accord. Mais ce qu'ils disent, ils ne connaissent même pas c'est quoi l'islam. Okay. Il n'y a pas un État islamique au monde, l'Arabie Saoudite n'est pas un État islamique. La charia, si on décide, non, parlons-en. Ouais, supposons même qu'on décide d'aller à une république islamique pour certains. Mais est-ce qu'ils ont le potentiel humain nécessaire pour faire fonctionner une république islamique? Les juges que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas des juges qui ont fait des études de la charia. Et n'importe qui parle arabe n'est pas un magistrat islamique. Ok, on va venir. D'accord. Youssouf, on revient vers vous. Youssouf, en parlant de négociations avec ces groupes armés, est-ce que vous n'êtes pas en train de légitimer l'indéfendable? Parce que s'ils privent tous les Mali de carburant, ça, c'est pas le gouvernement. L'impact n'est pas que sur le gouvernement, mais c'est sur les 25 millions de Maliens poussés à négocier avec ces groupes-là. Est-ce que, quelque part, vous n'êtes pas en train de légitimer l'indéfendable, Youssouf Sissoko? Non, loin de là, mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de réagir un peu par rapport, en tout cas, aux propos tenus par mon confrère Diallo. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression que Diallo est en train de minimiser surtout l'impact négatif, en tout cas, de cette rupture. Parce qu'il fait croire aux gens que oui, à quelque chose, malheur est bon. Mais économiquement, vous imaginez déjà combien de fois, en tout cas, cette rupture de carburant est en train de jouer, en train de plomber, est en train d'asphyxier l'économie. Alors quand il dit que oui, c'est peut-être une manière pour le gouvernement de contrôler, moi je crois qu'il faut qu'on arrête cela. C'est-à-dire que la crise, elle est en train d'annihiler tous les efforts que le peuple résilient est en train de consacrer pratiquement. Imaginez si nous devons faire une longue file d'attente, en tout cas devant les stations, et ça va prendre des heures. Alors, quelle autre heure on va consacrer au travail?
Donc vraiment, il ne faudrait pas minimiser justement l'impact, en tout cas, de cette crise d'essence, en tout cas sur la vie économique, sur la vie sociale. Vous l'avez rappelé, l'électricité qui manque. Aujourd'hui, on est à 6 heures d'électricité. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors que le courant, le carburant est pour l'économie, ce que constitue pratiquement le sang pour le corps humain. Donc sans carburant, il n'y a pas d'économie. D'accord. Donc vraiment minimiser cela, je crois que ça c'est une erreur. Mais Youssouf, une question. En appelant à négocier avec ces groupes armés-là, concrètement sur quoi pourrait porter cette négociation-là? On va négocier sur quoi selon vous? Oui, mais c'est vous savez, j'ai tout le temps dit que en fait, à partir du moment où les États-Unis ont échoué face aux talibans en Afghanistan, les Russes ont échoué face aux talibans en Afghanistan, nous sommes une jeune république avec une jeune armée. Nous n'avons pas les moyens nécessaires, l'effectif qu'il faut pour mener une guerre aussi longtemps que possible. Donc, si tel est le cas, négocier, peut-être qu'on peut définir les termes de référence, en tout cas de la négociation. Mais vouloir exclure carrément la négociation, alors que nous savons qu'en continuant comme ça, peut-être c'est le peuple qui va payer le prix cher. Donc moi je crois qu'on peut définir les termes de référence. Je dis ne serait-ce que pour qu'il lève en tout cas le blocus, parce que c'est que les vidéos que je suis, en tout cas de ces gens-là, ils sont tous des Maliens. Leur accent quand même prouve que même s'ils parlent peu, leur accent prouve qu'ils sont Maliens. Donc s'ils sont Maliens, nous sommes issus de la même culture, du même pays, nous défendons les mêmes valeurs pratiquement. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas les ressorts nécessaires pour pouvoir négocier et trouver les mots qu'il faut pour négocier. D'accord. Ok, on va revenir à vous, des réactions sur la table. Oui, Bamba et Diallo. C'est-à-dire que je me pose la question si Youssouf, c'est un jeune Malien qui a moins de 20 ans ou qui n'était pas là au Mali, qui ne comprend pas. Mais il parle de négocier comment? Moi, je veux qu'il comprenne. Donc, on va brader l'honneur et la dignité de la République parce qu'on veut négocier. Et on va négocier avec qui? Il est évasif. Il dit de négocier. Il n'a aucune solution. Il dit on va définir les termes de référence. Combien de termes de référence a-t-on défini dans notre pays pour les négociations? Les négociations vont aboutir à quoi d'autre? La finalité, c'est un autre accord. Mais combien d'accords nous avons eu dans cette République qu'on n'a pas mis en place? Et puis il croit que ces gens, mais s'ils sont capables, ils ne sont pas lâches, mais qui viennent à visage découvert faire la guerre. Et moi je dis une chose. Comme disait Sun Tzu, on va rappeler, quand vous faites la guerre, ils ne sont pas assez stratégiques et intelligents. Parce que quand vous fermez toutes les sources d'approvisionnement du peuple, vous allez activer l'énergie du désespoir du peuple. Et c'est le peuple, si ça continue comme ça, c'est le peuple même qui va rentrer dans la forêt, centimètre carré par centimètre carré, pour les arracher de leur cachette. Et moi je le dis toujours, je suis partisan d'un libéralisme contrôlé des armes. Parce que s'ils font ce qu'ils font, c'est parce qu'en face d'eux, eh bien, les Maliens sont désarmés. Mais je ne dis pas qu'il faille donner les armes à tout le monde. Mais on peut faire un libéralisme contrôlé d'armes. On est tous ici sur la table, je ne sais pas combien d'entre nous a un port-d'armes. Ça ne veut pas dire que si on a des armes, on va se tirer. Non. Mais quand même, je ne peux pas imaginer qu'un village entier, il n'y a aucune structure, que des terroristes d'une dizaine de personnes en moto viennent arraisonner tout un village, attacher les bras valides. Quand je le vois, je pleure au fond de moi. Donc, il faut que l'État vraiment teste même des régions. On verra. Mais laisser la population main nue face à des jeunes qui arrivent, mais ce n'est pas possible. Et ceux qui doivent mourir mourront. Mais la République du Mali, pour moi, je ne suis pas au pouvoir, hein, mais pour moi, ce n'est pas le temps de la négociation. Et ça donnerait un mauvais signal si l'État se met à négocier. On ne sait même pas quel est l'interlocuteur en face avec lequel on va négocier. Et on va négocier où? Wallah, ici, moi je suis dans l'armée. Tous ceux qui viennent ici pour négocier dans la capitale, ils ne repartent pas. Non, je termine ça parce que je n'ai pas compris. Mais moi j'ai vu des cas au Vietnam et tout ça. Hein. Tu as vu le colonel Giap, non pas Giap. Et quand il y a eu les attaques de Hiroshima et Nagasaki, les militaires sont venus voir le roi là et il dit, c'est lui qui a dit que la guerre est terminée. Les officiers qui étaient là, les Harakiri est venu de là. Ils disent que non, le Japon qui va mettre après, ce n'est pas leur Japon. Ils ont sorti leur sable, ils se sont harakiri, parce qu'ils disent qu'il faut qu'ils combattent jusqu'au dernier sang des Japonais. Mais l'empereur, à l'époque, a dit, la réunion la plus courte au monde, il a dit, la réunion est terminée, cessez les hostilités, la réunion est terminée. Donc,
Pour moi, c'est ce qu'il faut faire dans ce pays. Je comprends ce que vous voulez dire, hein, même si on peut estimer aussi que les négociations ne sont jamais interrompues, puisque souvent il y a des échanges d'otages par-ci, par-là, même si ça ne remonte pas à la surface. Mais l'autre question que j'ai envie de vous poser, Diallo, c'est de savoir, est-ce que cette crise d'essence, parce que quelqu'un nous a dit que non, c'est l'essence, puisque le gazole reste relativement disponible, en tout cas pour le moment, est-ce que cette crise-là peut mettre à dos les populations et les autorités? Est-ce qu'il y a des risques qu'il y ait des manifestations contre les populations du fait de cette crise? Qui ne sont pas en phase avec la population. Même s'ils suivent comment dirais-je, suivent les Maliens sur les médias, en tout cas les médias sociaux ou les médias classiques, ils ne suivent pas le vrai pôle de l'opinion. Les Maliens aujourd'hui ont décidé, en tout cas la majorité des Maliens ont décidé de façon résiliente, vaille que vaille, quoi qu'il advienne, ce pouvoir-là ne tombera pas. La stratégie est très simple, hein. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est très simple. Sur le terrain militaire, ils ont perdu. Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire encore. Ils fuient l'armée, ils fuient les militaires, ils fuient les gendarmes, ils fuient les policiers, ils fuient les gardes. Pour s'en prendre aux populations à main vide. Tout simplement pour mettre de la pression sur la population et la retourner contre les autorités. C'est pourquoi j'ai dit, les 2 vidéos que j'ai suivies, j'ai regardé. Généralement, moi, je ne les regarde pas. Mais j'ai pris soin de regarder les 2 dernières vidéos dans lesquelles ils disent: nous travaillons pour la religion, nous voulons que la religion, le Coran n'est pas respecté, le Coran n'est pas ceci, le Coran n'est pas cela. Et ce n'est pas une question d'ethnie, ce n'est pas une question... Parce que pratiquement dans leur rang, la neutralisation en cours aujourd'hui est en train d'épuiser énormément sur leur rang. Deuxième chose, la mort de l'ex-député à Ségou. Ça crée la panique dans leur rang. En les écoutant simplement, quelqu'un qui lit, qui écoute bien les messages, sans qu'il y ait panique dans leur rang. Parce que si c'est une question de religion, ils ne sont pas plus pieux absolument que le député Aïdara, qui est un érudit quand même. Ça veut dire que, oui, aujourd'hui ça crée un problème à leur niveau. Donc moi je pense qu'on est sur la bonne voie. Parler de quoi et avec qui? D'accord. Pour répondre un peu à ça, le président Mohamed Touré, paix à son âme, en 2012, quand ces gens-là sont venus de la Libye, il a envoyé son ministre, un général, pour aller parler à ces gens-là. Et même leur donner l'argent de s'insérer un peu dans la vie civile. Quand il est venu, quand Kafoukona est venu de cette mission, il a été interpellé à l'Assemblée, à huis clos, il a été obligé de se défendre. Ça n'a pas suffi. On a mobilisé les femmes, les jeunes à Kati, pour venir, je ne dis pas insulter, mais ce qu'ils ont dit à Titi au palais de Koulouba, ce n'est pas honorable pour un président de la République. Pourquoi? Parce qu'il dit, je connais la guerre, n'allons pas à la guerre, allons-y négocier. Les mêmes Maliens vont dire encore, il faut négocier avec eux. Quand même comme ça, c'est qu'on veut. D'accord. Deuxième chose, pour terminer. Ouais. En 2018 et 2019, le président Ibeka, le dialogue qu'il a organisé, dans l'une des recommandations, c'était quoi? On a pris nommément le nom de Yad. Que le Mali prenne le temps de négocier avec Yad pour venir à un accord. Et ce qu'il a proposé, c'est le président à l'époque du Haut Conseil islamique, Mahmoud Diko. La position est venue de Ibeka a été d'accord. On a même mis la commission en place. Mais qui a refusé? C'est pas la France. D'accord. Mais maintenant, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut. On va négocier. Iyad même ne s'appartient pas. D'accord. D'accord. Pour terminer, ça c'est important. C'est très important. Il faut que les gens comprennent. C'est vraiment important que les gens comprennent. C'est nous qui parlons comme ça là. On n'est pas des batanguers. Hein. Mais quand la République est en danger, quand les gens disent qu'il faut négocier, les Allemands, la victoire, la victoire de Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, quand est-ce qu'il y a eu une négociation? C'est lorsque l'Allemagne a été battue, l'Allemagne, l'Italie et le Japon ont été battus, les Alliés ont contraint maintenant les partis vaincus à la capitulation. Ok, d'accord. Aujourd'hui, donc il ne faut pas que les gens comprennent, on ne peut pas négocier aujourd'hui dans la phase actuelle.
sauf si le Mali, avec tous les moyens qu'on a, qu'on fait reddition. Ok, c'est noté. Youssouf Sissoko, je me retourne vers vous. Hein. Moi, en tant qu'observateur, hein, j'observe et puis je pose des questions. On a l'impression qu'il y a quelque chose de particulier qui lie hein, la majorité des Maliens à ce gouvernement, à ces autorités-là en termes de résilience, parce qu'on a vu la crise de délestage. Beaucoup de Maliens n'ont pas bronché. C'est une situation qui aurait fait chuter n'importe quel régime. Aujourd'hui aussi, depuis quelques jours, il y a des problèmes d'essence. Les gens, beaucoup d'entre eux restent résilients, restent connectés à cette autorité-là. Est-ce que finalement les groupes armés terroristes, ça ne va pas être l'effet contraire recherché? Plutôt que de pousser la majorité des Maliens à détester le pouvoir en place, est-ce qu'ils ne sont pas en train de pousser ce même peuple à l'instinct de survie, du moins pour le moment, hein, au jour d'aujourd'hui? Est-ce que ça ne va pas être l'effet contraire recherché par ces groupes armés là aussi? Bon, je ne saurais le dire, hein, mais je voudrais juste dire à Diallo que je ne sais pas quel sondage a-t-il fait pour justement savoir qu'il y a une écrasante majorité, en tout cas du peuple, qui continue à soutenir le régime. Moi, je crois qu'il y a beaucoup plus de peur. Les gens ont plus peur plutôt qu'une adhésion. Moi, j'ai quand même cette ferme conviction que c'est la peur qui fait que les gens, en tout cas, n'arrivent pas du tout à broncher. Sinon, je ne crois pas que ça soit une adhésion. Maintenant, moi je me réfère encore à mon avant-dernier édito, où j'ai dit rassembler les Maliens, dialoguer, négocier ou périr. C'est ça le titre de mon édito. En fait, qu'est-ce que je voulais dire par là? J'ai dit honnêtement, tant que le régime continue à exclure des gens, tant qu'on va continuer justement à marginaliser des gens, à penser que non, seule la force militaire peut résoudre ce problème-là, je crois que ça va être difficile en tout cas de trouver en tout cas des solutions à cela. Donc c'est pourquoi moi j'ai ma recette. Ma solution c'est quoi? C'est qu'il faudrait d'abord que le régime rassemble et que la décision qui a été prise de dissoudre les partis, que cette décision soit abrogée, qu'on remette les partis en place, qu'on permette aux gens de s'exprimer et qu'on fasse venir en tout cas même tous les exilés politiques pour qu'ensemble nous puissions en tout cas tenir un dialogue inclusif, franc, et que des gens qui sont capables de parler, en tout cas ceux qui sont en train de terroriser les gens, que ces gens-là soient impliqués dans la recherche en tout cas de la solution. Tant qu'on va continuer à penser que non, il faudrait justement exclure des gens, il faudrait mettre à l'écart des gens, je crois qu'on ne va pas trouver des solutions immédiates en tout cas à ce problème-là. C'est pourquoi je répète, je réitère encore ma demande aux autorités de faire en sorte qu'il y ait un rassemblement. Pas un rassemblement de façade, mais un vrai rassemblement et que certains qui se sentent exclus soient impliqués. D'accord. Ok. On va laisser Bamba réagir et puis après. Non, nous on va se fâcher sur le plateau. Ne vous fâchez pas, c'est une opinion. Ceux qui sont sur le plateau, tu peux pas privilégier Youssouf. Non, souvent le même temps de parole. C'est son problème. Le même temps de parole que vous. Non, il voulait venir. Il peut pas avoir le même temps de parole que ceux qui sont présents. Non, il voulait venir. Non. S'il n'est pas là, nous sommes prioritaires. Donc je vais simplement dire, je crois que Youssouf est vraiment très jeune. Et j'ai l'impression qu'il n'écoute pas. Cet édito qu'il a écrit là, c'est moi qui lui ai appris à écrire les éditos de cette façon. Et toutes nos analyses, j'ai toujours raison sur toi. Et cette fois-ci encore, c'est la même chose. Ouais, mais je te dis. Souvent, l'élève peut dépasser. Non, c'est peut-être qu'il m'a dépassé, je suis d'accord. C'est le souhait. Je suis d'accord. Mais ce que je voulais simplement lui dire, j'ai dit, personne n'est contre la négociation. Si nous savons que la négociation peut aboutir à quelque chose, il va nous mettre en retard tout simplement. Parce qu'on va encore négocier, on va aller encore à d'autres accords, ça va être les mêmes problèmes, il faut mettre cette commission en place, on va revenir là. D'accord. Et puis, quand il parle de négociation, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas la lecture géopolitique. L'Algérie a fait 10 ans. La décennie noire. La décennie noire, il n'a pas négocié avec les djihadistes et les terroristes. Quand la centrale gazière ou pétrolière de l'Algérie a été attaquée, aucune négociation possible, pas de survivants. Ils ont tout bousillé. Mais c'est comme ça que l'Algérie a eu la paix. Cette Algérie qui nous dit aujourd'hui de négocier, ils ont fait les 10 ans, ils n'ont pas négocié. Parce que nous, on est des nègres, il faut qu'on négocie. Et avec qui? Donc, je pense, comme il a dit, la négociation est possible. Mais quand les forces en présence, vraiment, seront déséquilibrées totalement en faveur de notre pays. Donc, on ne refuse pas la négociation, mais nous ne pensons pas que la négociation aboutira à autre chose. Par contre, dans ce qu'il a dit, je suis d'accord sur certains points. Moi, j'ai toujours pensé que les partis politiques devraient être réorganisés
qu'on devrait offrir une nouvelle offre politique en regroupant les partis autour des idéologies. Parce qu'un parti sans idéologie, pour moi, ce n'est pas un parti politique. Et aussi que, pour moi, on m'a dit tout sur ça, j'ai dit, pour moi, c'est les intellectuels qui doivent être à l'Assemblée. Moi, je ne vois pas une Assemblée qui est chargée de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale être remplie par des analphabètes. Mais il y avait une dame qui venait de la zone de Nyuno, qui représentait très bien les femmes du monde rural. Mais ça peut être des échantillons. Ok, d'accord. Mais on ne peut pas, sur la base électorale, c'est-à-dire que quand on prend les critères d'éligibilité, il faut qu'il y ait des critères qui rehaussent un peu la qualité, comme on appelle des futurs députés de l'Assemblée. Il faut, si on veut que les partis reviennent, que les partis s'organisent autour des idéologies. D'accord. Moi, je suis convaincu à 100 000%. Okay. Je suis un ancien militant politique. Sinon même pas ancien, mais en hibernation. Il n'y a pas de parti sans idéologie. Et nous, on a galvaudé tout le sens. D'accord, c'est notre débat. Ce qu'il dit là, ça peut faire un débat. Le retour de Maliens qui sont à l'extérieur, je ne sais pas pour quelles raisons beaucoup de nos camarades sont là-bas. Peut-être que... Voilà, mais ça, c'est des choses qu'on peut négocier. Ça, je comprends ça. Mais négocier avec, comme on appelle l'ennemi, en temps de guerre, pour moi, c'est capituler. Okay. Et puis, je lui demande de prendre la tête, comme il est malien comme les autres, de prendre la tête pour aller négocier au nom de l'État. Quand il le reçura, on lui donnera le prix Nobel malien pour avoir reçu la paix. Ok, si je vous comprends donc pas de négociations, le couteau à la gorge. Amadou Diallo, comment est-ce que vous entrevoyez la suite des événements là, avant de clore ce chapitre-là? Vous savez, je vais faire un rappel, peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas. Le Front de libération de Massina, je n'aime pas prononcer beaucoup ces mots-là, mais je vais rappeler ça, a été créé en 1996 par les services de renseignement français, mais mené, caché d'abord. À l'époque, l'information que j'ai reçue, Koufa venait de finir avec ses études coraniques. Il faisait les prêches par les chansons, Zigiri. Il avait de très belles voix. C'est comme ça qu'il a été repéré par les services de renseignement. Ils l'ont coopté et l'amené le former dans un pays de la CEDEAO, je ne vais pas dire le nom. Le faire revenir, son retour a coïncidé avec l'événement de Kona. Et il a été versé dans le système. Maintenant, quand il a été approché par certaines familles, par une association, il dit, bon, moi, je n'ai pas autorité de parler. Allez-y parler avec Yann. Ça, c'est des informations précises que j'ai reçues avec des gens. D'accord. Non, pour dire tout simplement, aujourd'hui, ce qui s'offre aux Maliens, est-ce que les Maliens doivent prendre leur mal en patience? Ce qui s'offre aujourd'hui aux Maliens, aujourd'hui, je pense que toutes les cartes ont été essayées. À mon avis, ça, c'est l'une des dernières cartes entre leurs mains. Parce que je reviens encore pour dire, sur le terrain militaire, le rapport de force a changé de camp. Ils n'osent plus s'attaquer frontalement à nos hommes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les sponsors avaient pensé qu'avec l'électricité, ils auraient pu faire révolter les Maliens contre l'autorité en place. Ça n'a pas marché. Et au moment où cette affaire de courant revenait, de 6 heures, on est venu à 18 heures. Et le fonds prévu pour que l'électricien soit revenu à 24 heures, qui est logé, que le gouvernement a initié, le ministère pour lequel le fonds avait été initié d'abord, qui est le ministère de l'énergie et qui a été comment dirais-je, sur les autres secteurs, ce fonds-là, le ministre Djani a dit, nous on n'avait pas eu recours à ce fonds. Mais c'est dernièrement que le ministère a eu droit de tirage que le gouvernement lui a donné pour rétablir le courant. C'est au même moment que ça coïncide avec cette histoire de sabotage. Cette coïncidence-là, je ne dis pas que c'est anodin, ce n'est pas anodin. D'accord. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est une coïncidence voulue pour saboter encore.
Okay. Maintenant, si j'ai dit pour dire, et comme vous l'avez dit, le fait contraire est en train de venir parce que quand les terroristes font descendre les villageois, dont ils ont bénéficié de la complicité de certains, leur faire descendre leurs motos pour vider les motos, descendre leurs motos et les mettre dans leur lobe, ça va créer forcément un incident. Ok. Forcément. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on est dans la bonne trajectoire. Qu'on ait un peu de patience pour mettre fin définitivement à cette crise. Parce que quand on aura vaincu définitivement l'ennemi, il n'a d'autre choix que d'abdiquer. Okay, maintenant les Yad qui sont dans les collines et autres là, qui sont dans les grottes là, pourquoi ils ont voulu faire déplacer le champ de guerre? Parce que les Yad qui sont dans la grotte, et derrière lesquels il y a les drones qui tournent et puis il y a les militaires qui sont là pour les empêcher de nuire. Il faut tout faire pour délocaliser le champ de bataille pour que ces gens-là puissent avoir la paix. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. D'accord. Un peu de patience, on va vaincre. Et surtout, leurs sponsors commencent à s'épuiser aujourd'hui. Dans leur pays, en France, ça ne va pas du tout. C'est une autre chance pour nous. Ok, on va revenir vers vous, Bamba. Est-ce qu'on peut dire que finalement, les groupes armés qui ont menacé vraiment de prendre en otage, de saboter l'approvisionnement, est-ce que en fin de compte, voilà, qu'est-ce qui pourrait triompher? Comment est-ce que vous voyez la suite des opérations, justement, la suite de cette crise-là? Parce que dans la gestion même de la crise, on sent un certain laisser-aller. Par exemple, au niveau de Bamako, on a vu que certaines concessions sont devenues des points de vente de carburant, avec tout le danger, avec toutes les conséquences que ça peut apporter. En termes de gestion de la crise, il ne devrait pas y avoir ce laisser-aller. Certes, il y a la crise, mais quelque part, souvent, il y a des laisser-aller, par exemple. Donc, ce que vous avez dit, vous savez, moi, je suis optimiste dans la vie. Rien n'est éternel. Ça, c'est une crise passagère d'un moment. On a vu des pays pétroliers qui ont eu des crises comme ce que nous avons connu, même de plus graves. Donc, pour moi, c'est passager, c'est clair. Mais ce que je disais au départ, c'est d'abord aussi une question structurelle dans notre pays. Comment un pays continental a pu, en 60 ans, rester sans constituer des stocks de stockage dans le domaine essentiel de la vie de la nation. Des pays, par exemple, comme la Suisse, que je connais un peu, mais vous faites un blocus tout de suite aujourd'hui sur la Suisse, ils peuvent vivre en autarcie pendant plus de 20 ans. Les stocks sont là pour ça. Nous qui sommes pays continental aussi, comme la Suisse, mais nous devons nous inspirer de ces cas d'exemple. Mais aujourd'hui, vous n'avez aucune capacité, il n'y a pas de capacité de stockage des hydrocarbures quelque part pour pallier à une telle crise. On vend, comme on dit, à flux tendu. Donc pour moi, dans ce pays, on a toujours géré les crises. Ce n'est pas la bonne solution. Il faut régler les crises. Il y a une nuance. Les crises sont des opportunités. C'est des opportunités quand on les règle. Gérer, ça veut dire quoi? On va faire le convoi militaire pour amener quelques citernes là. On gère la crise. Mais on ne la résout pas. On la résout en la réglant. Régler, ça veut dire quoi? Ok, à partir de cette crise-là, moi, État, je prends les dispositions pour que plus jamais ça n'arrive dans ce pays. D'accord. Toutes les régions vont avoir leur dépôt. Je vais activer le dépôt de Kaï, avec l'armée peut-être, le dépôt de Tombouctou, parce que c'est les régions du Nord, de Gao, de Sikasso et de Bamako. Je vais constituer un stock national de produits pétroliers. D'accord. Ok. Youssouf, 30 secondes et avant d'aller sur le prochain chapitre, comment est-ce que vous voyez l'avenir, les perspectives par rapport à cette crise-là? Oui. Très rapidement. Je me réjouis également des différentes victoires que nos forces de défense et de sécurité sont en train d'engranger sur le terrain. Je crois que ça, c'est à saluer. Mais encore une fois de plus, je demande en tout cas aux autorités justement d'engager des discussions pour qu'au moins il puisse y avoir en tout cas levé du blocus sur les différents axes routiers d'acheminement de l'hydrocarbure. Moi, je pense que c'est à ce seul prix-là que la population va avoir peut-être un peu de soulagement. En tout cas, sa souffrance va être un peu atténuée. D'accord. À ce rythme-là, ça va être quand même très compliqué. Et que, franchement, toutes les grandes théories, pour moi, ne servent absolument à rien si, en tout cas, la population n'a pas accès aux denrées de première nécessité. Si la population, alors qu'aujourd'hui, la paupérisation est tellement visible aujourd'hui, la misère est tellement noire aujourd'hui, il ne faut pas en rajouter encore. D'accord, Youssouf.
D'accord, si vous restez avec nous, on va embrayer directement sur le deuxième sujet de ce débat du dimanche. C'est officiel, la suspension des cours portant sur la Révolution française de 1789. Information publiée cette semaine à travers ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale. Justement, nous restons avec vous, Youssouf Sissoko. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle mesure? Oui, mais écoutez, Sekou, d'abord, je trouve que le communiqué est venu tardivement parce que vous conviendrez avec moi que cette leçon est la première leçon, en tout cas, de la classe de 9e. Et je crois que, en tout cas, pour les écoles qui auraient pris les cours, je crois que cette leçon a été déjà dispensée. En plus de ça, moi, je pense que la Révolution française est un pan important, en tout cas, de notre histoire commune. C'est vrai, c'est de l'histoire de la France, mais à partir du moment où nous avons, en tout cas, des liens historique avec la France, moi je pense honnêtement que on a autre chose à faire que de suspendre en tout cas ces cours-là, en tout cas au niveau de la 9e. Ok, Youssouf, je vais rester avec vous avec cette question. Vous parlez de liens historiques. Est-ce qu'on peut parler de réciprocité? Est-ce qu'en France, quand on transpose, les élèves de la 9e année en France, par exemple, apprennent la bataille de Quirina ou voilà, tout ce qui est lié à l'empire du Mandé, par exemple, en termes de réciprocité, d'intérêt mutuel de part et d'autre? Bon, sauf que c'est-à-dire que vous faites en tout cas une comparaison qui ne vaut même pas la peine. C'est une question. En fait, c'est vrai que nous pouvons peut-être demander cela, mais le lien entre la France et nous n'est pas pratiquement... C'est-à-dire que cette réciprocité-là ne s'applique pas à ce sujet-ci, parce que honnêtement, c'est la France qui nous a colonisés. Nous avons besoin justement de donner, en tout cas de dire à nos enfants, alors comment cette France qui nous a colonisés, alors quelles sont les stratégies qu'elle a utilisées pour justement nous coloniser. Voici en tout cas ce qu'elle a eu à faire dans le temps, dans l'histoire. C'est bon, en tout cas, ça veut dire qu'on ne doit pas être dans un vase clos. Pour moi, nous priver les enfants, en tout cas, de la Révolution française, c'est le priver, en tout cas, les priver, en tout cas, si vous voulez bien, d'un pas important de l'histoire. Et moi, je pense que, qu'on le veuille ou pas, la France, justement, à un moment donné de l'histoire, a eu à nous coloniser et nous partageons avec, en tout cas, cette France, une certaine culture, certaines valeurs. Je crois que ces valeurs doivent être connues par la nouvelle génération, à mon avis. D'accord. Amadou Diallo, sur cette question, votre point de vue, Youssouf a exprimé son point de vue, voilà, on le respecte. Vous savez, le feu colonel Youssouf Traoré, paix à son âme, comme je suis le directeur de la presse communautaire au niveau de l'AMAP, à ce titre, je l'ai approché pour parler un peu de l'historique de Kibarou. Il m'a dit, en 1978, quand il était encore ministre, ils sont partis au Canada dans le cadre de la francophonie. Le Mali, à l'époque, était très très lancé dans l'alphabétisation et qui avait commencé à produire des effets. Donc, voyant la chose monter, il a été approché par le chef de la délégation française pour lui dire: eh bien, M. Traoré, la façon dont vous êtes en train de progresser dans l'alphabétisation chez vous, on mettra tout en œuvre pour que ça ne puisse pas aller de l'avant. Sinon, on ne parlera plus français en Afrique. Pour dire tout simplement, la première chose à faire, le premier point de développement, quand on parle de développement, le premier point de développement, c'est d'abord la formation des ressources humaines, la qualité des ressources humaines. C'est pour cette raison que le président Modibo Keïta, paix à son âme, bien sûr, je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de points, mais sur ce plan, je suis d'accord avec lui. La première chose à faire, c'était la réforme de 1962 de l'éducation malienne, qui était une première en Afrique. Et l'UNESCO s'est inspiré de cette réforme, parce que la réforme donnait beaucoup de points aux langues nationales, à l'apprentissage futur des langues nationales, comme socle du développement. Et le Mali a été désigné comme pays pilote pour conduire la politique des langues nationales en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général. C'est à Kibarou qu'était logée la première association des éditeurs en langue nationale. Pour dire tout simplement, cette mesure arrive en retard. Mais ce n'est pas que suffisant. Aujourd'hui, à Bamako, il y a combien d'écoles qui enseignent le programme français au Mali?
Il y a beaucoup d'écoles qui enseignent le programme français au Mali. Et des cadres maliens envoient leurs enfants dans ces écoles. Ces cadres maliens disent que la France nous aime de la France. Mais ce n'est pas cohérent. D'accord. La première chose, c'est qu'il faut suivre ça là. Le ministre de l'Éducation doit faire le point des écoles qui dispensent dans les programmes français au Mali et mettre fin à ça. Ou c'est le programme national, ou tu fermes boutique. Ok. Et ça, j'ai eu l'occasion de dire ça au cours d'une réunion, quand on parlait de langue nationale. J'ai dit ça, et paix à son âme, le professeur Samasekou, il dit, petit frère Diallo, je suis absolument et entièrement d'accord avec toi. Comment on peut se développer avec l'histoire de la France? Un enfant qui va à l'école, de la première année à la terminale, il ne connaît rien du Mali. Sauf si c'est un pays sauf si on dit le Mali est un pays sous-développé, qui est en Afrique, qui vit des paysannats, qui vit de l'agriculture, qui vit... Rien qui puisse vraiment donner espoir à l'enfant malien qui va à l'école. D'accord. Donc je pense qu'il faut revoir même, il faut refondre totalement et entièrement le programme d'enseignement au Mali pour mettre dans nos programmes les valeurs qui puissent donner espoir à nos futurs enfants. D'accord. Ousmane Bamba Diallo pense qu'il y a un paradoxe entre le fait de suspendre l'enseignement de la Révolution française et que des cadres, des autorités envoient leurs enfants dans des écoles françaises où sont enseignés justement des modules français, c'est paradoxal. Je crois qu'il faudrait me donner suffisamment de temps parce que je suis... Oui, allez-y, vous avez suffisamment de temps. Oui, parce que je parle avec expérience. D'accord. Je suis président de l'association des parents d'élèves d'une école française. Mes enfants sont dans ce programme-là, je sais ce que c'est. Donc, ce n'est pas un plaidoyer pro domo seulement. Okay. C'est un regard de quelqu'un qui le vit. C'est une très mauvaise décision que de penser qu'on doit fermer les écoles à programme français. Notre combat n'est pas contre la France. Nous prenons tout ce qui est bien partout où ça se trouve. Et parmi ce qui est bien chez eux, leur système éducatif n'est pas mauvais. Mais par contre, par exemple, l'éducation, l'enseignement de la science, la physique, la chimie, les maths, ils sont en avance sur nous. On ne peut pas refuser ça. Mais par contre, l'histoire et la géographie sont des matières que nous devons réviser chez nous. On ne peut pas enseigner l'histoire à nos enfants. La géographie. Moi, je ne sais pas si tous les deux vous avez des notions en co. Dans le co, on retrouve tout ça. 41 jours. Moi, j'ai des notions en co. Absolument. J'étais membre de la Fédération malienne des clubs UNESCO. D'accord. Et j'ai suivi une formation de 21 jours sur l'UNCO. Et à la chaîne 2, j'ai participé pendant un bon moment à l'animation des émissions co. Je sais ce que c'est. L'UNCO, ce n'est pas une langue. C'est un outil pour transcrire toutes les langues. Ouais. C'est ça. Et la difficulté, ce n'est même pas la langue. La pays. Oui, même quand tu apprends l'UNCO, pourquoi l'UNCO fait autant de, comment on appelle, de candidats? Parce que quand tu apprends l'UNCO, tu as accès à une bonne documentation traduite en cours. La langue, c'est l'enveloppe. Mais le contenu, c'est qu'est-ce qu'on a traduit dans cette langue-là pour que les gens qui sont alphabétisés dans la langue puissent avoir quelque chose pour nourrir leur esprit. Donc je reviens pour l'école. Okay. Je précise encore que le combat du Mali, ce n'est pas le combat contre un peuple. Ce n'est pas le combat contre la France en tant que tel. C'est le combat contre l'État français. Comment ils se prennent dans nos relations internationales avec nous. Mais ça ne veut pas dire que nous refusons de prendre ce qui est bien chez les Français. Par exemple, pour la Révolution française. Pour moi, il faut aller d'abord à une spécialisation de nos enfants depuis le lycée. Depuis le lycée déjà, moi j'ai vu le système français, mais depuis le lycée, les enfants sont spécialisés. Soit tu fais par exemple sciences numériques, informatique, NSI, ou tu vas faire par exemple, comme on appelle, géopolitique, ou bien tu vas faire... Donc, ils ont la spécialisation depuis le lycée. Ça, c'est un exemple que nous pouvons prendre. Mais par contre, nous, on a systématisé l'enseignement de la Révolution française à tous les âges, alors que la question fondamentale qu'on se pose dans la réforme des curricula, c'est de dire le programme qui enseigne à l'enfant, est-ce que ça va lui servir à quelque chose dans sa future fonction? Mais ce n'est pas le cas. Donc il y a des séries, par exemple, telles que les juristes,
tels que par exemple ceux qui sont spécialisés en Sciences Po ou en géopolitique, ils peuvent apprendre. Est-ce qu'on peut faire des liens? Non, je termine. Non, je veux juste par rapport des liens par rapport à l'âge des apprenants pendant la 9e, parce que c'est l'adolescence, c'est la période où ils sont censés avoir une mémoire voilà, qui n'oublie plus, même si par ailleurs au niveau du secondaire ou de l'université, l'enseignement de ces modules-là sur la France n'est pas suspendu. Peut-être qu'on veut laisser l'enfant au moment de l'adolescence pour qu'il ne soit pas endoctriné, lui laisser la latitude lorsqu'il va devenir beaucoup plus majeur, hein, de faire le choix, de faire une thèse ou de... Voilà. Okay. Non, si vous me laissez le temps, j'aurais pu devenir oui, tout ça. Oui, je veux simplement dire que, comme on appelle, la Révolution française est systématiquement enseignée actuellement à tous les élèves maliens qui font les scolaires maliens. Ce n'est pas normal parce qu'il y a certains, je ne sais pas qu'est-ce qu'un agronome, qu'est-ce que, comme un médecin, a à voir avec la Révolution française. Mais par contre, pour un futur juriste, pour quelqu'un qui veut faire de Sciences Po, ça l'intéresserait. Et aussi, la Révolution française, c'est quand même le fondement de la République. La République que nous avons, la Constitution que nous avons, de la 5e République, est d'essence Révolution française. Mais par contre, ce que j'ai reproché à la décision, c'est que les actes administratifs doivent être motivés. Le ministre, pour une décision aussi historique, aurait dû motiver sa décision. Parce qu'on n'a pas la vision de l'État. Il aurait pu accompagner ce texte-là par un rapport explicatif pour nous dire pourquoi l'État aujourd'hui fait ça, qu'est-ce qu'on vise, cette matière va être remplacée par quoi ou là. Un rapport explicatif, une motivation de l'acte pour permettre aux Maliens de comprendre, pour éviter d'aller dans tous les sens. Justement. Donc, ce n'est pas ce qui est fait, c'est ce qui amène tout ça. Mais par contre, je dis encore une fois, en tout cas, ce que moi je comprends du combat de la transition, ce n'est pas un combat contre un peuple déterminé, c'est un combat contre des mécanismes d'asservissement, contre des mécanismes de domination des Maliens et de l'Afrique. Donc c'est ça notre combat. Mais on ne refuse pas de prendre ce qui est bien chez eux. D'accord. C'est tout. Ok, c'est bon d'enlever, hein, de suspendre ce cours sur la Révolution française, mais Diallo, beaucoup de Maliens pensent également qu'on peut le remplacer par un autre récit historique qui concerne directement le Mali ou les pays du Sahel, par exemple. Je ne suis pas, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec M. Bamba. Du tout. L'enfant formé dans une moule, il ne peut être que le produit de cette moule. C'est comme une brique. La forme d'une brique ne peut provenir que de la moule. Un enfant malien qui va dans une école française, il est malien de peau, mais il n'est pas malien de mental. Ça, c'est clair. Je peux me tromper, mais ça, c'est une vérité absolue en matière de sciences. Moi, j'ai fait sciences pédagogiques, sciences sociales, j'ai fait philo et j'ai fait sciences de la pédagogie. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas pour rien que les Modibo sont allés directement à la réforme de 1962. C'est pour former un type de Malien pour le Mali. Donc, tu ne peux pas le former ailleurs que dans l'école malienne, dans la moule de l'école malienne. D'accord. C'est pour cette raison qu'à cette époque, je ne pense pas que ce soit un problème de moyens. Mais l'école était faite de telle sorte que les enfants d'un arrondissement, il n'y avait pas beaucoup d'écoles dans les arrondissements. C'était fait de telle sorte que les enfants d'un arrondissement se retrouvent à des niveaux jusqu'au niveau supérieur. Pour créer une symbiose à l'intérieur du pays, tous les enfants maliens, en tout cas de notre génération, tous ceux qui sont passés par ce système se connaissent. D'accord. C'est un système de formation. D'accord. Et maintenant, l'objectif, le DF à l'arrondissement, le lycée au niveau du cercle, et l'école supérieure dans la capitale. Voilà, tout le monde se retrouvait à un niveau pour que la symbiose qu'on cherchait, la malianité qu'on cherchait, c'est tous se former depuis l'éducation, depuis à l'école. D'accord. Et le produit est nettement meilleur. Maintenant, mais aujourd'hui, avec la liberté, on a permis, est-ce qu'on permet aux Africains d'aller ouvrir des écoles purement maliennes en France?
D'accord. Ce n'est pas possible. Rapidement, on me signale que le temps est imparti, mais peut-être la réalisation nous dit 5 minutes. Hein. Peut-être le fait de réagir, Youssouf, sur ce point avant de vous donner la parole. Youssouf, rapidement, en termes de réforme, au-delà de ça, où est-ce qu'on peut aller? Est-ce que vous pensez que la situation, de façon spécifique au sein du Sahel, de l'AES, a motivé cela? Oui, peut-être ça, parce que vous savez, tout ce que nos autorités font actuellement, c'est, en fait, j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte de fixation contre la France. Alors que, honnêtement, à mon humble avis, en fait, la France peut faire partie, en tout cas, de nos problèmes, mais la France ne peut pas, en tout cas, endosser l'entière responsabilité de ce que nous subissons aujourd'hui. Donc, encore une fois de plus, je ne crois pas que apprendre, en tout cas, la Révolution française puisse être en tout cas un obstacle pour un pays, en tout cas, de pouvoir se développer. Donc, mais nous aussi, on a eu des révolutions en mars 91 et puis même en 2020. Peut-être qu'il faut inculquer tout ça aux enfants, non? Je suis d'avis qu'on enseigne en tout cas à nos enfants toute l'histoire, en tout cas, du Sahel, du Mali, du Burkina et du Niger. Ça, justement, ça c'est normal. Mais de là, justement, à suspendre en tout cas une leçon parce que tout simplement nous sommes embrouillés avec tel pays, parce que tout simplement nous pensons que la France est responsable de tout ce que nous subissons. Moi, je pense que on agit beaucoup plus avec émotion plutôt qu'avec raison. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire en sorte que nous puissions, en tout cas, donner beaucoup plus de culture à nos enfants, qu'ils comprennent justement comment le monde fonctionne. Et je crois que la Révolution française est un élément important, justement, de cet apprentissage, à mon avis. D'accord. Bamba. Mais je crois que c'est un débat qui ne peut pas s'épuiser en 2 ou 3 mots. Je vous donne un exemple. Et comment on appelle la Révolution française a été... Ouais, ok, Youssouf, vous êtes... De la Révolution française, moi je ne suis pas contre qu'on l'enseigne. Mais aussi, tout ce qui est dit dans la Révolution française n'est pas vrai. Par exemple, on a fait croire à l'humanité que la France est le premier État à donner, comme on appelle, une déclaration des droits de l'homme, en tout cas qu'elle serait la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration des citoyens. Alors que la Déclaration, comme on appelle, des droits de l'homme et des citoyens, ne concerne même pas les femmes. Il a fallu que Olympe de Gouges arrive avec la DDFC pour qu'il y ait l'égalité des sexes. Donc déjà, du point de vue historique, on a menti à l'humanité que la Déclaration universelle, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la France était la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme, quand on a oublié que dans cette République, en 1235, nous avions la charte de Koukan-Foucault. Et maintenant, les universités commencent à en parler. Donc, il y a déjà un décalage factuel. Ça, il faut le corriger, parce que la France n'est pas le premier pays qui a doté l'humanité d'une constitution, c'est la République du Mali. Mais c'est enseigné dans aucune université. Mais si ce n'est pas le cas, par contre, on ne peut pas fermer les yeux sur l'apport de la France à l'humanité, ça c'est clair. Il est arrivé un moment où ce pays a dirigé le monde. Donc pour moi, on peut prendre ce qu'il y a de mieux chez eux. L'enseignement, comme je le disais encore, dans leur programme, moi j'ai vu les deux. On envoie nos enfants, comme on appelle, au bénéfice des bourses pour étudier à l'étranger, non? Alors si vous ne refusez pas ça, vous ne pouvez pas refuser que des enfants ici apprennent des programmes français. Parce que si tu as une bourse aujourd'hui, tu envoies ton enfant en Russie, en Algérie, au Maroc, ailleurs, mais ils n'étudient pas le programme malien dans ces pays. C'est le programme de ces pays-là qu'ils étudient. Donc de façon, je termine en disant qu'il y a des matières sur lesquelles ils sont en avance sur nous, l'enseignement de la science et de la technologie. Mais par contre, je suis totalement d'accord qu'on revise nos programmes sur l'histoire et la géographie pour parler de nous, parce qu'il est inadmissible que nous sachions plus sur l'autre et pas autant sur nous-mêmes. Ça, je comprends, mais pour tout ce qui est enseignement scientifique, pour moi, on peut s'inspirer des meilleures pratiques, des meilleurs exemples de ces pays-là. Et moi, j'ai la chance de voir la différence entre les deux. 30 secondes, on est en fin d'émission, Diallo. 30 secondes, rapidement. Moi, on a fait une mission aux États-Unis, on a visité les petites classes. Depuis là-bas, la spécialisation, c'est depuis les petites classes. J'étais avec Ousmane Issoufou, c'était dans une école à Maryland. Et là, peut-être je vais vous aider. Trump, qui ne savait même pas que le Libéria était un pays anglophone, parce que leur système est concentré sur les États-Unis. Ils ne sont pas dans les cultures générales comme nous, par exemple. Même en France. La Chine, le Japon. Non, envoyer l'étudiant, ça c'est déjà une formation diplômante. L'enfant est déjà formé. De la primaire année à la terminale, toute l'éducation, c'est cette tranche d'âge-là.
Ça, on ne peut pas former un enfant dans une moule, dans une autre religion. Ok, d'accord. Ça, ce n'est pas possible. Si tu le fais, c'est vrai, tu as formé un homme. Tu as formé un enfant. Tu as formé un homme pour apporter à l'universel. Mais il ne peut pas réfléchir comme celui qui est né et grandi et qui a été formé dans cette école-là. Okay. Ce n'est pas possible. Moi, je pense que il nous revient, nous, Africains, en général, de savoir ce qu'on veut et réorganisons-nous pour atteindre notre objectif. D'accord. Et c'est pour cette raison que Modibo a voulu la réforme de 1962. Nous, on nous a enseigné ça à l'INSUP. Okay. La réforme de 1962. C'est une très bonne réforme, mais qu'on a abandonnée. D'accord. Et par notre histoire, c'est vous. Elle n'a pas écrit si, tout à fait. Voilà. Tout à fait. On est en fin d'émission. Juste rappeler que nos sociétés ont été toujours présentes au niveau du banquier de l'universitaire. Par exemple, quand on prend la France, on parle de séparation des pouvoirs, d'organisation de l'État. Bamba a parlé de Kourougan Fouga, mais déjà à partir de Kourougan Fouga, on disait Mounoumé Sénéke, Oluga Sénéke, Mounoumé Keleke, Oluga Keleke, Mounoumé Djagoke, Oluga Djagoke. C'était une organisation de l'État depuis le XIIIe siècle, depuis bien la fameuse séparation des pouvoirs. Ainsi prend fin ce débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi avec nos invités Amadou Diallo, journaliste, analyste, Ousmane Bamba, modérateur de Kérédougou Forum, Youssouf Sissoko, directeur de publication de l'Alternance, qui n'a pas pu venir pour faute de carburant. Merci à l'équipe de réalisation, Adaman Traoré Dami, Bourama Soumano, Moussa Doumbia, Adama Tembeli, justement, que vous retrouvez à 21h pour Politique le débat. Nous, on vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dimanche prochain pour notre débat de dimanche sur Africa Télévision. Coucou à nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Ouagadougou, au Burkina Faso. À dimanche prochain.